ou des cadences. Et il pose, que ce soit pour l'agriculture ou 5 autres domaines de production en France, il dit à la modernisation, l'alternative n'est pas le retour à la situation antérieure, mais une déchéance matérielle sans cesse aggravée. Et cette citation, elle a l'intérêt de montrer comment un imaginaire s'impose comme étant une voie unique et à laquelle il n'y aurait pas d'alternative, là où des choses qui peuvent être développées par ailleurs sont en soi porteuses d'autres formes de progrès, et tout débat de ce qu'on met derrière le terme de progrès. Mais ça, j'aurais peu de temps ici, on peut en parler après pendant la discussion. Mais c'est vraiment cet imaginaire qui s'impose. Et vous avez comme ça, alors on a retracé le nombre de tracteurs, je vous ai dit, c'est en haut, là, la diapo, il baisse à partir, je ne sais pas si on voit le mulot là-dessus, il baisse à partir de la fin des années 80, mais la puissance cumulée, la puissance nominale, il faudrait que tous les tracteurs tournent en même temps, elle continue d'augmenter parce qu'on a moins de tracteurs, mais de plus en plus puissants. Et en fait, on a une puissance mécanique par actif agricole qui augmente. Et donc, on a un nombre d'hectares par actif agricole qui augmente. Et aujourd'hui, on parle de productivisme, parce que la séance a le titre du papier que Théo va présenter. Je voulais rappeler que ce qui augmente, c'est la productivité par actif. On n'augmente plus la productivité par unité de surface. On n'augmente plus la production par unité de surface. C'est une productivité, il faut ramener à quoi? C'est un rendement par actif qui, lui, augmente au fur et à mesure qu'un humain peut travailler de plus en plus de surface. En gros, les rendements par unité de surface, depuis les années 80, n'augmentent quasiment plus. Quand on dit qu'ils ont augmenté pendant cette période-là, en économie, on parle de toutes choses étant égales par ailleurs. Les choses ne sont pas égales par ailleurs parce qu'on a défoncé les sols, les rivières et l'air pour produire ce résultat. Donc, il faudrait intégrer tout ça dans une analyse plus rigoureuse. Cette grande transformation machinique, elle a d'autres conséquences. Déjà, l'autonomie énergétique des fermes, la courbe en rouge, ça c'est des travaux, on s'appuie sur les travaux d'Archaoui et de Chatzipyros, qui sont deux chercheurs français, un papier de 2018. L'autonomie énergétique des fermes, elle s'effondre pendant cette grande transformation machinique, là, dans les années 50, 60, 70. Et l'efficacité, au même moment que l'efficacité énergétique de la traction, on passe de la traction animale à de la traction mécanique, elle augmente, mais elle atteint un plafond. Mais dans cette efficacité énergétique, il faudrait, pour être rigoureux, intégrer l'efficacité énergétique de la transformation initiale de matière organique en matière fossile. Et là, on part juste de l'efficacité énergétique du moteur. Vous prenez votre moteur thermique, etc. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie, l'évolution de l'agriculture, cette transformation machinique, cette modernisation agricole vivante, se transforme par une perte complète d'autonomie, où autrefois vous aviez, c'est à gauche, de l'énergie solaire pour les animaux de trait et les humains principalement, et c'était l'énergie qui rentrait intégralement renouvelable, qui est remplacée par de l'énergie principalement de carburant des machines, les engrais de synthèse qui sont extrêmement coûteux en énergie fossile, mais aussi le chauffage des serres, des bâtiments d'élevage, la production de pesticides, un certain nombre de choses, la fabrication de machines. Et là-dedans, on n'a pas encore tous les outils sophistiqués récents bourrés d'électronique. Bon, très vite, quelques éléments quand même pour dire par rapport à cet imaginaire de progrès. On a regardé l'évolution du coût machine en cumulant les travaux qui sont délégués à des entreprises externes ou à des groupements qu'on appelle des CUMA, les coûts de carburant lubrifiant, d'entretien, de dotation, enfin les coûts d'investissement, en gros, les dotations aux amortissements. Et on regarde que ce coût machine, en fait, il ne cesse d'augmenter à l'échelle de la France entre 88 et 2018. On passe en gros de un peu moins de 11 milliards d'euros équivalent 2018 à une quinzaine de milliards d'euros équivalent 2018 à la fin de la période. Et quand on ramène ça évidemment par paysan, comme il y en a beaucoup moins, il porte un coût beaucoup plus important, et c'est-à-dire qu'il se retrouve à devoir s'endetter davantage, pardon Théo, il faudrait que tu coupes ton micro. De l'activité agricole qui ne cesse d'augmenter. Là, je vais très vite, mais pour arriver à une idée qui est majeure pour défendre, qu'on montre dans ce rapport, et qui va nous amener sur l'évolution machinique aussi actuelle, c'est que
pendant toutes ces décennies, il y a eu cette idée que la transformation machinique allait permettre des économies d'échelle. C'était de dire qu'un paysan ou une paysanne, qu'en ayant des plus grosses machines, en pouvant travailler des plus grandes surfaces, en ayant un plus gros troupeau, il allait finalement améliorer ses résultats économiques et que par rapport à ses coûts marginaux dans son système. Donc, économie d'échelle notamment, et on a regardé donc par unité de surface, et là vous avez une courbe alors, qui est un peu plus compliquée à expliquer en quelques secondes, mais en indice 100 en 1995 et en lissant ça sur une moyenne mobile de 5 ans pour éviter d'avoir trop des dents de scie, on a regardé le coût bâtiment en bleu, le coût machine total qui est la courbe en vert sombre, et les coûts phyto et engrais cumulés qui est un peu en brun là, les coûts semences et plants, parce que ça aussi, les semences, c'est un certain coût, et on a regardé l'évolution de ces différents coûts sur la période entre 1995 et la fin des années 2010. Et en fait, en regardant ça par unité de surface, pour dire, en ramenant ça à la surface, est-ce que vraiment il y a des économies d'échelle? La réponse est que par unité de surface, vous avez un coût bâtiment et un coût machine qui ne cesse d'augmenter pendant la période. C'est-à-dire que l'accroissement de la taille des fermes permise par cette trajectoire machinique ne s'est pas traduite économiquement par des économies d'échelle, que les seules économies faites, c'est sur la rémunération du travail humain, que ça a été compensé par un peu de la subvention d'exploitation, vous voyez en rouge, mais que globalement, le RCAI, qui est un indicateur du revenu, qui est le revenu courant avant impôt, lui ne cesse de plonger par unité de surface agricole à l'échelle française pendant cette période. Donc, on a appauvri l'agriculture par cette promesse de l'économie d'échelle. Et alors aujourd'hui, on a une nouvelle promesse. Et là, je me suis dit, un ministre, ça ne suffit plus, je vais convoquer un président. La nouvelle promesse, c'est donc que la suite de cette révolution mécanique et de cette révolution chimique, en agriculture, c'est à la même période. Hein, c'était au moment du lancement d'un truc qui s'appelait France 2030, qui s'appelle toujours France 2030, qui ne concerne pas que l'agriculture, mais il y a un des 6 objectifs, c'est l'agriculture et l'alimentation. Et donc, Emmanuel Macron dit la suite de la révolution mécanique et de la révolution chimique en agriculture, le numérique, la robotique et la génétique, ce sont les 3 transformations essentielles vers lesquelles il faut aller. Et avec un peu cette promesse que Julien de Normandie explicitait tout à l'heure, ça va permettre de réduire l'impact de la chimie, finalement. Mais par rapport à ça, bon, déjà, on parle d'agriculture numérique, il y a un certain flou sémantique. Ça recouvre l'agriculture dite de précision. On nous dit qu'on va donner la bonne dose au bon endroit. Tout à l'heure, Félix citait la promesse de réduire de 80% les doses d'engrais ou de pesticides à l'hectare. Ce sont des données constructeurs qui ne sont pas vérifiées par des études d'instituts de recherche agronomique, qui ne mènent pas ce type de contre-expertise. Et en réalité, les premiers éléments de documentation par les pratiques des agriculteurs ne viennent pas du tout corroborer ces éléments-là. On a plutôt une augmentation continue des volumes d'intrants. Mais on nous parle d'agriculture numérique, d'agriculture digitale, d'agriculture 3.0, agriculture 4.0, en allusion évidemment au Web 3.0, Web 4.0. On nous parle, enfin, ça inclut la robotique, ça inclut un certain nombre de choses, mais de manière générale, c'est un mouvement de sophistication électronique croissante dans cette idée que ça va permettre de réduire les impacts et aussi de répondre à 2 aspects, le manque de main-d'œuvre auquel font face les agriculteurs quand ils cherchent à embaucher, au prix auquel ils peuvent rémunérer la main-d'œuvre, donc prix dans un contexte socio-économique existant. Donc cette promesse-là, et puis aussi l'aspect confort de travail, confort de vie et qualité au travail, qui est aussi la même, ça on retrouvait très clairement dans les années 70, ce dernier élément. Un point à souligner, c'est que cette sophistication électronique, elle s'accompagne en fait d'une standardisation et d'une simplification de ce qu'on appelle les itinéraires techniques, c'est-à-dire l'ensemble des interventions en fait choisies par le paysan ou la paysanne tant qu'il y en a sur les cultures. Et en fait, on a des machines très sophistiquées
mais avec un savoir assez basique dans la mise en œuvre, la mise en pratique, la mise en mouvement de ces machines. On finit par avoir des opérateurs de machines qui n'ont pas besoin d'avoir une complexité du terroir, de leur modèle agronomique, etc. Nous, on y oppose des machines relativement simples de conception, beaucoup plus simples que toute cette électronique embarquée, avec quand même des trucs, je vous ai montré le strip-till tout à l'heure, il y a des trucs un peu pointus quand même, mais on est quand même loin de certaines machines type tracteurs autonomes qui sont déjà une réalité commerciale, mais avec un savoir et un savoir-faire en fait qui est extrêmement sophistiqué, et on maintient finalement cette richesse-là plutôt dans les cerveaux humains. Donc c'est une opposition en termes de modèle. Et puis agronomiquement, là sur quelque chose qui est plus propre à l'agriculture, en fait cette agriculture numérique, elle poursuit une approche qui est qualifiée de réductionniste, où on intervient sur des symptômes. On va aller traiter la plante parce qu'elle est malade, on va aller essayer de jouer un moment sur la fertilité par un engrais de synthèse. On va aller, y compris en élevage, essayer d'intervenir à chaque fois de manière sur des éléments précis, au lieu d'avoir une approche globale, de conduite globale. Et on a de plus en plus de données, on nous dit que ça va permettre de gérer le système plus finement. Mais en fait, une moisson de données, ça ne donne pas une conduite systémique, quoi. Et je suis déjà en train de dépasser mon temps, donc je vais accélérer sur les questions que ça soulève. Déjà sur l'aspect efficacité, la promesse écologique, etc. Bon, j'en ai déjà dit un mot. Là, je citais Jeanne-Louis, son travail de 2021 qui parle de l'écologisation des pratiques et du modèle. En réalité, il n'y a pas de réduction d'impact. On pourra y revenir si quelqu'un conteste ça, mais on observe pour le moment pas d'éléments là-dessus. Ceci dit, ce n'est pas le cœur de la critique qu'on porte à l'atelier paysan, parce que ces technologies peuvent s'améliorer et parvenir à des moments, peut-être, à atteindre une partie de cette promesse-là. Mais ce n'est pas le cœur du problème, selon nous. Il y a la dimension du coût des ressources et de l'aspect politique du contrôle des données. Ce n'est pas propre à l'agriculture. Je crois qu'il y a eu d'autres séances du séminaire là-dessus, donc je vais passer. Il y a quelque chose qui est plus propre à l'agriculture, qui est de lier avec tout ça, c'est de dire que ça permet aussi la coexistence des modèles. En gros, on nous dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir votre agriculture bio, paysanne dans votre coin, etc. Et à côté, nous, on va faire des choses un peu pointues, sauf que ça siphonne l'argent public en termes de recherche, en termes de subventions au développement agricole, et ça crée tout un environnement réglementaire et donc économique qui est en fait taillé pour le modèle agro-industriel. Donc, à côté de ça, vous pouvez avoir quelques AMAP et quelques marchés de vente directe. Ça ne vient pas menacer ce modèle agro-industriel. Donc, nous, on est contre la coexistence des modèles. Très clairement, on ne cherche pas à être dans une réserve d'Indiens à côté d'une agriculture industrielle. Et donc, on a le cœur du propos, et c'est bon, je n'ai pas le temps pour le développer, mais vous l'aurez quand même compris puisque ça s'inscrit dans cette trajectoire machinique, c'est qu'en fait, pour nous, le développement de ces outils-là, va aller dans cette même loi un peu historique de modernisation agricole, qui est en gros s'équiper, s'endetter, et donc s'agrandir ou disparaître pour résister, et donc renouvelle des effets de dépendance, à la fois à l'heure actuelle en entraînant de nouveaux investissements, et des dépendances renouvelées à l'avenir, puisque chaque fois qu'on va vers une technologie donnée, c'est la nécessité future d'avoir besoin d'actualiser son système, de passer à quelque chose de plus moderne, de plus adapté à ses besoins, ou de nous faire croire ça. Et ça, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on pense qu'on va vers une diminution croissante, une diminution encore du nombre de paysans, et donc vers les mêmes dommages sociaux des territoires qui se vident, et le même impact de standardisation de l'agriculture et de notre alimentation. Donc, pour nous, c'est tout ça que porte cette promesse d'agriculture numérique et contre laquelle on est résolument vent debout. Voilà, je m'arrête là. Et pour dire la petite photo finale, c'était montrer que, y compris dans des salons bio, on trouve ces éléments-là de mise en avant de cette promesse avec des robots, des herbeurs, comme réponse aux problèmes de main-d'œuvre et autres. Voilà, Théo, je passe la main directe, on fait questions-réponses après commun. À la fin. Et à la limite, si on dépasse de trop, on pourra peut-être faire les questions des personnes à distance et nous ensuite
Faire des questions autour d'un buffet, c'est agréable. Donc, là, j'ai bien... Normalement, vous n'avez plus mon partage d'écran, mais d'accord. Je vais mettre celle de Théo. Alors, Ou tu veux la mettre direct, Théo, sur ta machine? Ok, alors je suis là. Donc ça, on sait le problème qu'il y a eu tout à l'heure, c'est parce que quand tu choisis l'écran que tu partages, ouais. soit il te propose de partager ta vue ou la vue. Je peux dire écran entier, quoi, dans ce cas. Ouais, fais écran entier. Voilà. Comme ça, ce que toi tu verras, c'est ce qui s'affiche. Ouais. Autoriser. Ah oui, mais là. Donc là, vous devez voir ça. Ouais. Et vous devez voir ça. Nickel. C'est mieux. Oui. Je mets un chrono aussi, si tu veux. Ouais, faut bien. Tu le fais dérouler sur rien, si tu veux? Ouais. Tu veux le à la fois. Tu veux le faire dérouler peut-être? Bon, c'est pas génial. Faire les deux pour un minute. Okay. Parle-nous des robots de traite. Non, ce n'était pas le programme. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui un travail qu'on a réalisé avec Éléonore Schneebelin et qui a donné lieu à un article qui sera apparaître très bientôt dans la revue Nature, Sciences et Société, si vous voulez aller un peu plus loin. Et donc, c'est un travail qu'on a fait à côté de nos deux thèses respectives, un peu au croisement de nos deux thèses qui s'intéressaient de manière différente aux usages, aux effets de l'agriculture numérique sur les exploitations agricoles. Donc, la thèse d'Éléonore qu'elle a soutenue l'été dernier en économie institutionnelle s'intéressait aux outils numériques, donc les outils d'aide à la décision, les stations météo connectées, l'irrigation, etc., en Occitanie dans les grandes cultures. Et moi, je m'intéresse aux transformations dans la division du travail qui accompagnent la robotisation de la traite dans deux régions laitières que sont la zone Roblochon et le bassin rennais. Voilà. Et du coup, nos deux thèses étaient cofinancées par DIVITA, qui est un institut, un institut qui finance pas mal de recherches et de thèses sur l'agriculture numérique et qui nous a fourni, en fait, c'est aussi un temps d'immersion dans toute cette montée et cette institutionnalisation de l'agriculture numérique qui nous a donné envie de creuser cette question. Du coup, ce travail ne s'intéresse pas aux effets et aux usages, mais bien au discours sur l'agriculture numérique. Et en particulier, donc comme Thomas le disait, il y a une grande diversité sémantique et on constate qu'en France, depuis 2010, le concept d'agriculture numérique tend à s'imposer et à réunir une certaine diversité d'acteurs et de discours autour de ce dont faisait l'hypothèse d'une promesse commune, en tout cas d'une manière de la justifier et lui donner un sens. Du coup, voilà, donc c'était notre hypothèse de départ. C'est un peu bizarre, je pense que c'est le changement d'ordi, c'est pas grave. Pas de souci. Et donc, on s'est posé la question finalement, est-ce que c'est ce qui donnerait le plus de sens à l'agriculture numérique ne serait pas l'énonciation d'une promesse et quelles seraient les particularités de cette promesse? Donc, notre hypothèse était que c'est de renouveler l'esprit du productivisme. On va voir à quoi ça renvoie pour nous. Donc ça, c'est le plan, assez vite. Alors déjà, le constat de départ, c'est quand même visible. Je vais le mettre en PDF, si. Non, mais il y a tous les éléments, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup d'écriture, c'est surtout des images. Ok. Ça va aller. Je pensais. Du coup, le constat, il est que l'agriculture numérique est partout, on en parle beaucoup dans les médias. Ça fait l'objet de politiques publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. On voit un certain nombre de rapports régulièrement publiés sur l'agriculture numérique qui nous annoncent que c'est la principale forme, modalité de transformation et d'horizon de l'agriculture.
Voilà, c'était Emmanuel Macron qui le disait. On a aussi la présidente de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, qui reprend voilà, le numérique, la robotique et la génétique sont la troisième révolution agricole. Il y en a d'autres qui disent que ce sont les 3 nouvelles mamelles de la France, pour reprendre une vieille expression. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, c'est celui que l'agriculture numérique, ce n'est pas qu'un ensemble de discours et d'énonciations sur une transformation en cours ou à venir de l'agriculture. C'est aussi quelque chose qui performe, qui agit sur les structures, sur nos représentations aussi. On retrouve en particulier, donc, comme je disais, dans les politiques publiques, mais aussi les programmes et projets de recherche. Ça intègre de plus en plus l'enseignement, donc dans les écoles d'agronomie, mais aussi les lycées agricoles. On a une chaire agrotique dans certaines écoles d'agronomie. On a des entreprises qui se spécialisent sur ce secteur. On a tout un écosystème de start-up, pour reprendre les termes, qui se crée autour de l'agriculture numérique. On a des investisseurs spécialisés, des capital risques comme Capagro, Demeter, qui sont spécialisés sur ce nouveau secteur économique, des associations qui visent à défendre les intérêts, à réfléchir aux nouvelles réglementations nécessaires à son développement, etc. Donc, ça performe de différentes manières. Pour autant, c'est un peu compliqué de savoir ce que c'est vraiment que cette agriculture numérique, parce que quand on regarde un peu dans les différents documents qui s'en revendiquent, on voit à la fois des objets très variés, des drones, des capteurs, des stations connectées, des robots divers et variés avec des degrés d'autonomie très variés, des systèmes techniques, donc des intelligences artificielles, du machine learning, des big data, des processus, la mise en données, des connaissances sur les écosystèmes, etc. Mais aussi des concepts aussi qu'on voit beaucoup dans cette agriculture numérique, tels que l'économie circulaire, les réseaux intelligents, la désintermédiation entre les agriculteurs, entre le consommateur et les agriculteurs, etc. Et on a du mal du coup à savoir qu'est-ce que c'est vraiment, puisque l'usage du Minitel remonte déjà à longtemps, était déjà un outil numérique utilisé par les agriculteurs. Et entre ça et puis la photo que j'ai mise là, qui représente une collaboration entre John Deere, un fabricant de drones, pour faire la pulvérisation de précision, on a quand même un éventail de technologies dont la diversité des effets, mais aussi des réalités de déploiement, est très hétérogène. On parle beaucoup de robots. La seule réalité de déploiement du robot en agriculture qui offre un recul historique suffisant et un déploiement massif assez important, c'est le robot de traite. Le reste, c'est quand même essentiellement au stade expérimental. Donc, c'est difficile de cerner ce que c'est, tant cette diversité de temporalité, d'effets et d'usage. Je fasse suivre les 2 diapos. Du coup, c'est un peu face à ce paradoxe qu'on a formulé notre hypothèse de cette diversité. Il y a du mal à faire sens pour parler d'une agriculture numérique au singulier, qui a tendance à s'affirmer depuis une dizaine d'années. Et le fait que, malgré cet objet difficilement cernable, qu'est-ce qui se passe réellement, de quoi parle-t-on, c'est quand même l'agriculture numérique, un concept qui performe et qui agit sur les institutions, sur les représentations, etc., sur les financements. Du coup, d'où notre hypothèse de penser cette agriculture numérique comme une promesse technoscientifique. Je vais aller très vite sur les cas d'analyse. On pourrait revenir, je ne vais même pas du tout m'étendre dessus. Non, je vais perdre du temps, comme on a déjà fait beaucoup. On pourrait revenir si ça vous intéresse. Je peux prolonger un petit peu aussi. Ouais, ok. On a encore. Ouais, peut-être. Du coup, donc déjà, on s'inscrit dans un courant, on va dire, d'études des sciences et des techniques. Et en particulier, on s'est beaucoup inspiré des travaux de Pierre-Benoît Joly, qui a défini le concept de régime d'économie des promesses technoscientifiques comme finalement la principale forme d'organisation de l'innovation, de gouvernance de l'innovation depuis une quarantaine d'années, qui définit de différentes manières, mais à 4
points principaux. Donc, c'est la création d'une grande fiction mobilisatrice qui arrive à réunir toute cette diversité d'acteurs autour de quelque chose d'assez fort. Une promesse qui est d'autant plus grande qu'en fait, on ne sait pas si ça va marcher, pour faire très simple. Un diagnostic sur la compétition internationale, donc il y a vraiment le recours à l'urgence, au retard français, on va voir, puis une constante de l'ensemble des systèmes d'innovation qui s'inscrivent dans ce régime de l'économie des promesses. Et puis l'hypothèse d'une nette division du travail d'innovation, c'est-à-dire que voilà, il y a ceux qui pensent l'innovation, ceux qui la développent, et puis ceux qui l'utilisent, ce qui me semble est assez différent de ce que Thomas vient de nous décrire à l'atelier paysan. Et puis, de l'autre côté, on a utilisé, on était pas mal inspiré par un papier réalisé par Yves Fouilleux et Frédéric Goulet, qui ont étudié la manière dont le productivisme agricole se réinvente en trouvant des nouveaux procédés discursifs par lesquels justifier sa nécessité, son existence, renouveler les arguments en sa faveur, pour faire très très simple. Et qui définit d'une manière assez simple, qui nous a pas mal guidés, comme le productivisme, un ensemble donc, de procédés techniques, de dispositifs organisationnels et de croyances, engageant des acteurs autour de l'exigence d'accroissement et d'intensification de la production. Il faudrait préciser intensification en quoi, donc pas une intensification en connaissances paysannes ou en travail, mais une intensification plutôt en intrant et en capital. Nous, on a constaté qu'on a quand même l'agriculture numérique qui s'est affirmée au singulier au milieu de tout ce champ sémantique, digital agriculture 4.0, etc., de précision. On parlait Thomas tout à l'heure, à partir des années 2010, où on a la création d'un ensemble de dispositifs, de programmes, de publications qui vont dans ce sens. Les acteurs de cette promesse qu'on a étudiée, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des acteurs traditionnels, on va dire, de l'agriculture, donc les instituts techniques, les coopératives, les chambres d'agriculture, etc., les écoles d'agronomie, qui participent à ce discours, à la formulation de cette promesse, mais on a aussi des acteurs extérieurs assez nouveaux dans le champ agricole qu'on voit émerger. Pour parler des plus connus, c'est avec Microsoft, dont la photo, non, c'est des robots de chez Google, pardon, c'est les robots de chez Google, Alphabet. On a Google, on a Microsoft, IBM. En France, on a Orange, Airbus, voilà, des entreprises plutôt issues du monde numérique ou plus généralement des technologies de l'information et de la communication qui arrivent dans le secteur agricole. Et il y a une tension dans toutes les promesses technoscientifiques, c'est la tension entre être disruptif, annoncer vraiment une transformation majeure et radicale, mais en même temps pas trop, parce qu'il faut s'ancrer à des structures existantes, il faut être crédible. Et du coup, une manière pour ces acteurs nouveaux de résoudre cette tension, c'est de créer des dispositifs, des associations avec les acteurs traditionnels de l'agriculture qui connaissent bien les spécificités de ce secteur qui est quand même développé de manière assez particulière en France, notamment depuis ces 50 dernières années, avec un héritage assez fort de la cogestion, un État dans l'État, comme disent certains. Voilà. Donc, on n'y rentre pas comme ça, et s'associer, c'est plus simple. Donc, les lieux de la promesse, on retrouve aussi un peu la résolution de cette tension entre crédibilité et disruption, on va dire, puisqu'on va les trouver dans les lieux événements historiques de l'innovation agricole et en particulier du machinisme, comme le Salon international du machinisme agricole, les culturales, etc. Mais c'est aussi des acteurs qui vont être capables de créer leurs propres espaces pour vraiment avoir une visibilité différenciée au service vraiment de l'avènement d'un nouveau courant. Donc, c'est par exemple le cas du FIRA, du Forum international de la robotique agricole. Ils vont aussi créer des espaces, des dispositifs expérimentaux spécifiques. Donc, il y a par exemple Arvalis qui a converti un ensemble de fermes expérimentales spécifiquement pour les outils numériques. On a aussi le MAS numérique dans le Languedoc-Roussillon, et qui sont des espaces au croisement qui vont réunir des futurs ingénieurs agronomes spécialistes de l'agriculture numérique, des startups qui viennent tester leurs nouvelles technologies,
Voilà, on a différentes missions à la fois d'expérimentation, de formation qui cohabitent. Voilà, on retrouve aussi de manière assez surprenante, mais pas tant que ça en fait, l'agriculture numérique sur les scènes privilégiées de la scénarisation des promesses que sont les TED. Il y a eu tout un travail, il faut que je me souvienne, il y a eu tout un travail de fait sur le rôle des TED dans justement la mise en scène de la promesse et dans la rencontre entre ces vendeurs de promesses et des capital risques qui vont miser finalement sur ces individus. Et quand on se balade un peu sur le programme des différentes TED ces dernières années, c'est assez intéressant de voir l'arrivée de l'agriculture en force, et toujours avec cette dimension très nouvelle technologie et numérique en particulier. Alors, après, je suis lent. Pour revenir dans le fond de notre analyse, nous, ce qui nous a marqué, le résultat donc, de l'analyse qu'on a fait, qui est à la fois le fruit d'une analyse documentaire, d'une diversité de publications sur la question, d'une immersion de 3 ans à travers nos thèses, et aussi de la participation à beaucoup d'événements sur l'agriculture numérique pendant ces 3 années de thèse, nous ont amené finalement à trier en 2 grands ensembles à tout ce qui relève de ce qu'on appelle la continuité de l'esprit du productivisme, la continuité dans les logiques argumentatives de ce qui s'est mis en place après-guerre autour du machinisme agricole. Et déjà, ce qu'on voit, c'est la continuité dans le recours à l'anticipation. Voilà. La crédibilité, qui est vraiment un enjeu de la promesse, elle passe par la rhétorique de l'inéluctable, d'une transformation future qui est déjà en route et de fait dont la direction ne peut pas être changée. Et c'est une rhétorique qui était déjà présente dans le discours modernisateur d'après-guerre, comme notamment l'illustre cette publicité pour un tracteur Ford. On a trouvé dans le Paysan savoyard de 1966. Et la déclinaison, et qu'on retrouve aussi sur donc nous sommes déjà demain, c'était un des adages du rapport du ministère de l'Agriculture sur la révolution numérique, et dont la version extrême, c'est un peu le recours à des lois naturelles, telles que la loi de Moore ou la courbe de Rogers, qui vise à naturaliser le progrès comme une loi naturelle un peu inévitable et unidirectionnelle. Et donc, c'est quelque chose qui est pas récent, mais qu'on retrouve et qui est réactualisé à travers l'agriculture numérique. Un élément qui est vraiment au cœur du discours productiviste et qui est très présent dans l'argumentation de l'agriculture numérique, c'est le mythe de la crise alimentaire, c'est ce fameux adage « nourrir l'humanité à l'horizon 2050 », et que finalement, la question de la croissance, vision très néo-malthusienne de justification par la démographie de la nécessité de produire plus et de fait d'intensifier la production, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les discours, comme vous pouvez voir les petits extraits que je vous ai mis sur l'agriculture numérique, et qui était déjà un peu l'argument d'après-guerre des politiques de modernisation, sous une forme un peu différente, mais le fond était le même. Un autre élément de continuité, c'est l'urgence du retard français. Finalement, la France serait en retard sur les autres pays, les grandes puissances industrielles, et notamment les pays de l'OCDE, et que il faut aller d'autant plus vite que la compétition internationale est rude, et qu'il faut mettre notre agriculture en marche vers... il faut l'équiper pour faire face à cette compétition. Donc là, je vous ai mis un extrait de ce que j'ai trouvé alors là, c'était dans le Cultivateur du Loiret en 1967, où on comparait la vache française à la vache néerlandaise, la brebis française à la brebis britannique, etc. Et c'est un ensemble d'éléments, la comparaison et le recours discursif au retard français, qu'on retrouve encore une fois avec l'agriculture numérique, que finalement on serait en retard sur les plus performants, les plus en avance, et qu'il faudrait combler ce retard. Ensuite, pour ce qui est du renouvellement de l'esprit du productif, c'est-à-dire de sa capacité à se renouveler, à trouver des nouveaux moteurs de sa justification,
on a identifié 3 principaux éléments. Le premier, c'est la désintermédiation et la connexion entre les agriculteurs. Donc, c'est à la fois une désintermédiation entre les agriculteurs, de les affranchir finalement d'un tissu institutionnel qui les entoure assez dense et de les connecter entre eux pour les affranchir de tous ces maillons dans lesquels on les a insérés, le conseil, les coopératives, les chambres, etc. etc. Et de fait, une autonomie, et on retrouve un peu l'esprit pionnier d'Internet, de la désintermédiation, qui a donné ce qu'on sait bien, les GAFAM, etc. Et on retrouve dans le champ agricole une espèce de mariage entre cet esprit Internet de désintermédiation qui est réactualisé et mis au service des exploitants. C'est aussi une désintermédiation entre les agriculteurs et les consommateurs. Il y a déjà des choses qui émergent, la blockchain pour savoir que votre brique de lait a été produite ici par telle vache, tel pâturage, etc. Cette espèce de transparence de la chaîne de production qui connecte l'agriculteur et le consommateur. Ce sont des éléments très présents dans l'ensemble des documents et des événements, des documents analysés, des événements auxquels on a pu participer. Le deuxième point de renouvellement de ce qu'on appelle l'esprit du productivisme agricole, c'est bien évidemment la prise en compte du développement durable. Donc ça rejoint notamment les travaux qui ont été faits par la thèse de Janouy sur l'écologisation par l'agriculture numérique. Donc finalement, tous ces outils, grâce à la précision et à la production de données, vont nous permettre d'être plus précis et de limiter nos effets sur l'environnement. Mais il y a aussi une dimension sociale, toujours la pénibilité du travail grâce aux robots qui permettraient de faciliter le travail des agriculteurs, etc. Et puis, le troisième volet économique, c'est ce qu'on vient de voir, cette fameuse compétitivité qui serait permise par toutes ces technologies. Et ensuite, ça rejoint ce que disait Thomas tout à l'heure, on a une tension qu'on retrouve dans les discours analysés sur finalement l'agriculture numérique. Est-ce que c'est un nouveau modèle agricole ou ça serait un macro-modèle qui engloberait toute la diversité des modèles agricoles et alimentaires qu'on observe aujourd'hui, parce que c'est quand même une des particularités du paysage agri-alimentaire actuel, c'est une grande diversité de modes de production, de modes de commercialisation. Et donc, il y a une espèce de tension qui traverse les discours sur l'agriculture numérique entre l'énonciation d'un seul modèle et en même temps la compatibilité avec une diversité de modèles. Et donc, on va vous vendre des robots à la fois pour des fermes en permaculture locale, etc., et à la fois pour de la production légumière extensive et visant à réduire les coûts de production et vous affranchir d'une main-d'œuvre saisonnière migrante, par exemple. Donc ça va être un peu les deux grandes facettes du robot dans l'agriculture numérique qui montrent qu'on essaie de ratisser extrêmement large dans les modèles. Donc ça, c'est une tension un peu qu'on retrouve. Donc voilà, plutôt un macro-modèle compatible avec une diversité. Donc voilà, sur le robot, il y a par exemple le cobo, qui est un peu un refus comme le robot porte en lui l'imaginaire de la substitution, et en l'occurrence de l'agriculteur, on voit des boîtes qui vendent des cobots. Non, on ne vend pas des robots, mais vraiment des cobots, on accompagne et on ne substitue pas. Et vraiment, on cible les exploitations familiales, petites, etc. Donc, on a vraiment, même dans la sémantique, une déclinaison qui révèle un peu l'intention de s'ancrer à cette diversité-là, qui est la réalité du paysage agricole contemporain. Et donc, voilà, je suis à peu près dans les temps, 22 minutes. Donc, à retenir, j'ai mis un renouvellement discursif de l'esprit du productivisme qui rejoint d'autres travaux tels que la thèse de Janouy, mais aussi ce que Éléonore Schnebelin a montré dans sa thèse. Et puis, j'ai mis un discours critique encore limité, mais mon temps, oui, donc je ne savais pas que tu serais là. Je suis limité. Ça tombe très bien. Donc, voilà. Mais il y a quand même encore beaucoup de questions qui se posent, qui nécessiteraient d'être explorées. Donc déjà, nous, notre travail, on s'intéresse vraiment au discours. On ne se prononce absolument pas sur la promesse, est-ce qu'elle a été tenue ou pas. Mais déjà parce qu'il y a assez peu d'études et en plus, il faudrait décliner à toute la diversité qui est proposée.
Donc, c'est ça qui fait le flou et la difficulté à vraiment confronter la promesse aux effets sur le terrain. Donc, il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Et puis, notamment, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu traiter dans ce papier, mais c'est en fait quel modèle d'innovation porte l'agriculture numérique. Est-ce que c'est vraiment un modèle de désintermédiation? Nous, il nous semble que c'est plutôt un modèle linéaire, c'est-à-dire descendant, qui est renouvelé par cette proposition d'innovation. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre des questions tant dans la salle que à distance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Félix, finalement, j'ai mon ordinateur avec moi et on a juste un problème de micro, c'est-à-dire que si jamais j'allume le micro des personnes de la salle, il faut que j'éteigne le micro ici. Du coup, c'est juste qu'il faut qu'on s'organise pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'abord? Pour l'instant, il n'y en a pas. Vous pouvez lever la main également. Alors, Félix a une... Oui, pardon. Du coup, Félix, je vais te donner la parole. Je désactive le son ici, je le rallume dans la salle. Je te fais un pouce sur l'écran et... J'ai pas compris, du coup, vous ne nous entendez pas? Bon, ouais, c'est bon? Yes. Merci beaucoup pour ces deux présentations. C'était vraiment extrêmement intéressant. Thomas, j'ai une question sur assez pratique. Bon, déjà, c'était super intéressant de justement vous à l'atelier paysan et dans vos travaux de recherche, vous participez à travers toutes les données que tu as mis en avant à déconstruire ce mythe de l'agriculture numérique. Je m'interrogeais simplement sur vos liens avec d'autres acteurs en fait à travers le monde des technologies appropriées dans le domaine agricole. Moi, à l'époque, j'avais pas mal suivi les travaux d'open source écologie. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus depuis. J'imagine que ça a été une inspiration au début de l'atelier paysan. Mais au-delà de ces points d'origine et des inspirations, ouais, quels sont les réseaux en fait internationaux militants et de plaidoyer dans lesquels vous vous inscrivez et de réappropriation technique. Et ensuite, Théo, merci beaucoup. C'était aussi hyper riche. Moi, je travaille sur les technologies de surveillance de l'espace public urbain, ce qui relève de la Safe City, équivalent, enfin, le pendant sécuritaire des applications de Smart City. Et c'est vraiment intéressant de voir tous les parallèles, en fait, à travers les exemples et vos travaux, tous les parallèles, en fait, entre ces deux domaines. Par exemple, notamment dans l'économie des promesses scientifiques, la vision un peu idéalisée d'un futur saturé de technologies qui permettrait de conjurer une forme d'apocalypse, de déchéance ou de décadence sociale. On retrouve vraiment ça dans l'industrie de la surveillance de l'espace public urbain et ses promoteurs dans les politiques publiques. Pareil, l'idée d'un retard sur les technologies de surveillance est aussi quelque chose qui est souvent mis en avant, où on souligne le retard de l'industrie française et les enjeux de souveraineté que ça pose vis-à-vis des acteurs israéliens, chinois ou états-uniens, et même les stratégies des acteurs. Tu évoquais le fait que les acteurs spécialisés dans les technologies agricoles s'allient avec des acteurs beaucoup plus traditionnels. Et on retrouve ça aussi dans le domaine de la Safe City, où des gros installateurs de systèmes de vidéosurveillance, par exemple, partent des partenaires, et eux qui ont vraiment l'expérience des marchés publics et du contact avec les collectivités, vont travailler avec les nouveaux acteurs venus du champ des startups et qui n'ont pas cette expérience-là, mais qui ont les briques technologiques clés. Et on retrouve ça plus globalement dans les technologies de la Smart City au-delà du champ sécuritaire. Du coup, ma question, c'était plutôt une invitation peut-être à nous parler un tout petit peu de tes travaux sur la robotisation de la traite laitière et la manière dont ça transforme en fait concrètement à partir de tes observations empiriques, quel impact ça a en fait sur le travail agricole des agriculteurs, des agricultrices et des situations potentielles de dépendance que ça peut générer. Merci beaucoup. Je donne la parole.
Ok, un ordi. Ok. Je pense que normalement dans la salle, vous pouvez nous, enfin, je veux dire en ligne, vous pouvez nous entendre. Donc, Ulysse, on va prendre plusieurs questions à la suite, vu que le temps est un petit peu limité. On avait aussi une question de Stan pour Thomas qui disait si l'atelier paysan s'oppose à la coexistence des modèles, que proposez-vous? Et Ulysse, tu peux poser ta question? Est-ce que tu... Oui, oui, on t'entend. Okay. Du coup, je me posais une question plutôt pour Thomas. Face à l'urgence de la crise climatique, est-ce que vous avez des stratégies pour promouvoir votre modèle, mais au-delà de ce que vous aviez fait jusqu'à présent, parce que je crois que l'atelier paysan, ça a une dizaine d'années. Mais bon, là, la crise, on a vu les effets cette année, ça commence à être vraiment très urgent. Est-ce que vous avez une stratégie pour déployer à très grande échelle le modèle que vous proposez, qui rejoint la question de Thomas sur votre modèle? Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Oui. Je me demandais par rapport à la première présentation, il y a un constat qui est que donc, les agriculteurs plutôt s'appauvrissent et que les technologies récentes ne sont pas forcément à leur avantage. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ces technologies sont adoptées par les agriculteurs? Et juste pour compléter cette question, oui, j'aurais aimé savoir si, parce que tous les deux, j'imagine que du coup, soit à travers tes enquêtes ou Thomas, du coup, à travers les formations que vous donnez auprès des paysans, j'aurais aimé savoir quelle était la réceptivité des premiers concernés face à ces promesses. Et on a aussi une question ici. Oui, en prolongement de cette question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment de la transition entre les générations, un désir de s'adapter aux désirs des jeunes paysans qui menacent toujours de partir, en fait, hein. C'est quand même ça la grande histoire, de partir de la terre, et un désir de modernisation, en tout cas de recollage aux enjeux de la société. Pour poursuivre justement cette même question qui peut justifier parfois que les paysans acceptent une modernisation, même si ce n'est pas totalement à son avantage. Enfin, modernisation, entre toutes les guillemets que vous y avez mis, bien sûr. Oui. Toujours un peu Ça fait beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'on doit rendre la salle dans 10 minutes, donc on prend tout. Et puis, on prend tout, oui. Ok. Ça, bon, Non, mais comme vous voulez. Hein. On peut peut-être voilà. dépasser un tout petit peu, vous n'avez pas trop faim. Si ça va, on peut peut-être répondre à cette première salle de questions. J'ai peur qu'on soit là, je sais pas. Ah. Bon, prenons les questions. Et combien, là, pour la salle, en tout cas, il y a combien de questions? Il reste 2 questions dans la salle, il me semble. Ouais, allez-y brièvement et comme ça, vous pourrez répondre à toutes les questions en même temps. Pardon? Peut-être ils posent brièvement leurs questions. Et... Ça marche. Moi, ce serait plutôt sur quel levier institutionnel activer pour plutôt favoriser l'agriculture prônée par l'atelier paysan plutôt que la transition numérique. Moi, j'ai 2 questions plutôt rapides. En gros, c'est, vous dites, entre guillemets, comment reprendre la terre aux machines, mais vous suivez également des machines. Donc, où sous la nuance, vous voyez des machines qu'on peut utiliser et d'autres qui ne sont pas. Enfin, comment c'est une sorte de frontière. Et la deuxième, c'est que du coup, il y a moins de paysans, donc j'imagine qu'en tout cas, le métier est moins attractif. Comment, du coup, atelier de paysans, vous arrivez à rendre ça attractif? Donc, c'est que des militants, entre guillemets, ou alors il y a des paysans, entre guillemets, qui vont ça comme métier purement en dehors de toute idéologie. Ok, je pense que... Je pense qu'on peut... Ouais, y aller. Tu veux commencer? Si tu veux. Vas-y, le temps que je réfléchisse, il y en a beaucoup. Ouais. Je ne veux pas répondre dans l'ordre sur la dernière question sur ce qui est en un peu dynamique générationnelle. Moi, quelque chose que j'ai constaté sur le robot de traite, c'est qu'en fait, on voit des logiques spatiales qui traduisent une forme de géographie, des aspirations à d'autres formes de travail, et notamment les espaces marqués par une forte urbanité, c'est-à-dire à la fois soit une proximité aux aires urbaines, soit
une pénétration de l'urbain par des actifs qui viennent en zone rurale, on a des dynamiques de robotisation de la traite assez importantes du fait de la confrontation de la condition du travail des éleveurs à celle des autres. Et j'ai constaté beaucoup de discours sur et finalement, on a envie de se rapprocher de l'ensemble des actifs et notamment des salariés. Et en fait, quand on regarde aussi l'évolution du temps de travail depuis la fin de la guerre, des salariés n'a cessé de diminuer, alors que le temps de travail des agriculteurs n'a cessé de progresser. Donc celui des indépendants aussi, mais celui des agriculteurs dans des proportions beaucoup plus importantes. Et du coup, ce développement du machinisme s'est accompagné, certes, d'une plus grande productivité du travail, mais il a masqué plus de travail humain avec la machine. Et du coup, finalement, des conditions de travail en termes de temps, mais pas seulement, de plus en plus éloignées du reste de la société. Et donc, pour beaucoup, le robot, c'est une manière de rattacher le wagon et de se rapprocher. Donc, il y a des logiques spatiales assez fortes qu'on observe sur les zones, on va dire, un peu plus urbaines, et qui traduisent vraiment cela, il me semble. Après, pour parler de l'impact du robot de traite sur le travail, moi, j'aurais toute ma thèse à raconter, mais pour faire ça en 2 minutes, je vais faire ça mais du coup, il y a ce premier point, je vais faire ça en 2 points. Moi, mon objet, c'est la division du travail. Il y a une transformation de la division du travail, c'est-à-dire à la fois la répartition du travail entre les travailleurs, mais aussi la nature des relations sociales qui articulent cette répartition. Donc, la première échelle à laquelle on observe une reconfiguration de la division du travail, c'est dans l'exploitation, tout simplement parce que le robot il va complètement transformer la temporalité du processus de production, où avant on avait une rigidité temporelle, 2 traites qui marquaient souvent le début et la fin de journée, donc une journée de travail qui était très cadrée. Et maintenant, le robot va imposer sa temporalité, c'est-à-dire il fonctionne H24, 7 jours sur 7, dans la très large majorité des exploitations. Et donc, il engendre une astreinte permanente, une astreinte mentale de suivi par le téléphone de cette fluidité industrielle, pour reprendre le terme de François Vatin, qui s'est développé dans beaucoup d'industries et qu'on voit arriver dans l'exploitation agricole par le robot. L'éleveur, le travail de traite ne disparaît pas, il se transforme en une posture de contrôle et de maintien d'un flux permanent des vaches par le robot, des vaches vers le robot, pardon. Et donc ça, c'est vraiment la principale transformation qui reconfigure les relations de travail dans l'exploitation. Souvent, les entreprises qui vendent des robots de traite disent avec le robot, c'est la fin de l'astreinte biquotidienne de la traite qui est vécue comme une contrainte, d'autant plus que les troupeaux n'ont cessé de grandir. Donc, dans certaines exploitations, c'est 3 heures de traite matin, 3 heures de traite le soir. La question de la pénibilité de la traite ne se pose pas quand il y a 15 ou 20 vaches à traire, hein. Ne se posait pas, pardon. Ou moins, et pas dans cette intensité. En fait, ce que moi j'ai plutôt observé, donc c'est pas une disparition de l'astreinte, c'est une transformation d'une astreinte physique en une astreinte mentale et d'une astreinte biquotidienne en une astreinte permanente, mais aussi le transfert de cette astreinte vers l'amont, vers les concessionnaires et les franchises du machinisme agricole, qui elles vont développer un réseau de techniciens en mesure d'intervenir à toute heure, le dimanche, à minuit s'il faut, parce que la machine n'a pas le droit de s'arrêter. Il faut maintenir ce flux de traite permanent, d'autant plus que la machine, le flux est contraint par, on va dire, l'ontologie biologique de la vache, quoi. Elle doit être traite, quoi. Et donc, il y a des nouvelles relations qui se dessinent avec ces concessionnaires et franchises, et ça va concourir aussi à qui s'est mis en place, ce qui s'est accentué après-guerre, c'est-à-dire une division spatiale du travail où on va concentrer l'élevage dans le Grand Ouest, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Basse-Normandie, etc. Puisque cette nécessité d'intervenir dessine des bassins de maintenance au-delà desquels on ne va pas vendre de robots parce qu'en fait, il faut pouvoir y aller rapidement. Et donc, par exemple, moi j'ai étudié la Haute-Savoie, il y a des concessionnaires qui refusent de vendre des robots dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire au sud, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir. Donc, comme c'est un outil qui est assez central dans le maintien et la survie, notamment de certaines exploitations familiales, ça va concourir
à accentuer ces dynamiques de concentration spatiale de la production. Voilà. Ok, je vais répondre dans l'ordre et dans le désordre. Je vais commencer quand même par la question de Félix sur les liens avec d'autres acteurs. Alors moi, déjà, préciser que je suis à l'atelier paysan depuis un peu plus de 3 ans, comme salarié, comme sociétaire, c'est-à-dire que j'ai des parts, je suis copropriétaire aussi de la coopérative, à côté d'autres personnes, et donc d'une majorité de paysans et paysannes. Non, sur les liens, il y a différents types de liens. Il y a des acteurs qui feraient un peu des choses qui peuvent se rapprocher de notre activité initiale. Il y avait les réseaux FarmHack qui peuvent parler à certains ou à certaines aussi, un peu sur des gens qui cherchaient à contourner tout ce système de brides numériques qui peuvent être mises, de contrôle numérique qui peut être mis sur le tracteur avec tous les systèmes prédictifs. Vous ne pouvez même plus intervenir sur votre tracteur, à l'image un peu des voitures aussi modernes, etc. Mais nous, on est quand même beaucoup plus en lien avec des acteurs en France, en réalité, parce qu'on travaille avant tout sur l'agriculture française, ce qui a aussi une implication en termes de politique européenne, mais donc avec des acteurs du développement rural, le pôle impact qu'a cité Théo à la fin de sa présentation, qui est une association d'une dizaine d'organismes de développement agricole qui porte un autre modèle agricole de développement, comme nous, dont on fait partie. Donc dedans, il y a les CIVAM, il y a Terre de Liens, etc. Enfin, il y a un certain nombre de les AMAP, tout ça, mais on peut travailler avec ces gens-là et aussi essayer d'amener cette question technologique, mais on n'est pas énormément en lien avec d'autres acteurs internationaux par rapport à la question Félix. On travaille plutôt aussi à essayer de porter ce débat, d'en faire un élément du débat public en France, que ce soit avec des chercheurs et des chercheuses, et on peut discuter avec Jeanne-Louis qui a été cité ici, ou Sylvain Brunier, Sarah Habiton, etc., ou avec des mouvements militants aussi qui se saisissent de ces questions. On a signé l'appel des soulèvements de la Terre, si ça dit quelque chose, qui est pour le coup dans des formes d'action beaucoup plus engagées aussi pour mettre cette question au cœur du débat public. Donc, voilà un peu sur les jeux d'acteurs. Ce qui amène à la question de la stratégie pour développer. C'était Ulysse qui demandait quelle stratégie on a pour déployer le modèle de l'atelier paysan. En fait, justement, depuis une douzaine d'années, on a du succès dans ce qu'on propose en termes de formation, en termes d'accompagnement d'innovation paysanne. Mais on voit bien que ça n'a pas empêché qu'en disant il y ait 100 000 fermes en moins, que le plan social que connaît l'agriculture continue, que l'industrialisation de l'agriculture continue. Et donc, en gros, ce qu'on dit, et là, c'est qu'on dit, nous ne sommes pas en train de gagner. Et on dit à nos partenaires aussi, que ce soit les AMAP, etc., nous ne sommes pas en train de gagner. Ce n'est pas parce que Terre de Liens a installé un certain nombre de fermes ces 10 dernières années. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus d'AMAP ou de marchés de producteurs et de ventes en circuit court que les chiffres même de ventes en bio ont augmenté, même si en ce moment ça flanche un peu, que nous sommes en train de gagner, parce que si on regarde la photo globale, l'industrialisation agricole continue. Donc la stratégie, ça va être un peu frustrant comme réponse par rapport à ce que demande Ulysse, on a un plan. Non, en fait, c'est simplement de dire qu'au-delà de cette alternative qu'on va continuer à porter, parce que c'est la démonstration que ce qu'on fait par ailleurs marche, c'est d'essayer de créer du rapport de force, de poser, comme je le disais, ça au travers du débat public. Et puis on parle d'un trépied, et un troisième pied, c'est aussi d'aller sur l'appropriation par l'éducation populaire, pour que ce ne soit pas juste nous, moi, comme ça, qui porte un discours, mais bien justement les premières concernées, paysans et paysannes, mais aussi consommateurs et consommatrices, pour consommer et agir en connaissance de cause. Donc on essaye en gros de faire ça à la fois, et ces différentes choses à la fois. Et qu'est-ce qu'on propose par rapport à la coexistence des modèles, demandez Stan en ligne. Nous, on propose de détruire le modèle agro-industriel. Alors ça peut être non violent, ça peut être par des actions plus engagées, ça peut être par différentes formes d'actions, mais en tout cas, il y a un modèle agro-industriel qui est en train de détruire les conditions même de la vie dans ce pays et sur cette planète. Et donc, tout simplement, nous, on n'est pas pour coexister avec ce modèle-là. J'ai pas envie de vivre à côté d'un criminel.
Même si on me dit, c'est bien, vous allez être côte à côte, ça va être sympa. Bah non, en fait, il faut regarder, là encore, les rapports du GIEC, les rapports sur l'effondrement de la biodiversité, la pollution des pesticides dans l'eau, bon, voilà, encyclopédie des nuisances, encore une fois. Donc nous, oui, on appelle simplement à ce qu'il y ait un changement de braquet majeur au niveau des politiques publiques, d'arrêter de chercher à faire un peu de bio, un peu de ceci, et puis beaucoup d'agriculture industrielle. La politique publique doit changer, et ça peut passer soit par des actions de plaidoyer, de sensibilisation d'élus, etc., soit par des actions plus énervées par des militants, des militantes, etc., et que nous, on va soutenir. On soutiendra à peu près tout ce qui peut pousser dans ce sens-là. Alors, pour revenir un peu sur la réceptivité des agriculteurs au discours à cette promesse, je crois qu'il en a parlé un peu avec le robot, et on pourrait, ça rejoint aussi l'autre question de pourquoi finalement ils adoptent cette technologie si on montre qu'il y a un appauvrissement. Déjà, l'appauvrissement, c'était à l'échelle de la ferme France. Il y a certaines minorités d'agriculteurs qui gagnent là-dedans. Regardez un peu, dans certaines filières, et puis au sein de certaines filières, certains qui s'en tirent mieux que d'autres, etc., quoi. Donc, il faut regarder ça, et ça peut alimenter à son tour un discours de promesses que, voilà, on peut être dans le camp des mineurs. Simplement, il y a aussi tout un ensemble, pour le coup, vous avez une presse agricole qui est majoritaire. Enfin, tout à l'heure, Théo a parlé très vite de cogestion. C'est le modèle finalement de la politique agricole française depuis 70 ans, qui est faite main dans la main avec un syndicat majoritaire, la FNSEA, qui s'immisce, que ce soit dans la presse agricole, dans l'enseignement agricole, au ministère évidemment, mais dans les institutions bancaires, avec Crédit Agricole, assurantielle, avec Groupama, sociale, avec la mutualité sociale agricole, etc. Et donc ce modèle agricole, cet imaginaire de modernisateur dont on parle, il est partout, il est présent partout. C'est assez difficile d'y échapper. Donc pourquoi les gens adoptent ces technologies? Parce que c'est toujours cette promesse, et qu'il y a un moment d'essayer de se sortir d'une situation dans laquelle ils sont pris en étau, quoi. Je ne sais pas si ça répond exactement à ça, mais évidemment, on retrouve aussi dans l'enseignement agricole, vous évoquiez l'aspect générationnel. Oui, il y a des enseignants de lycée agricole, nous, qui nous disent, mais si j'emmène des jeunes voir les technologies de l'atelier paysan, ils me disent, t'es gentil avec ton bricolage, mais moi, je veux voir le truc avec le super écran de contrôle, la console, etc. Donc, parce que, notamment, on a des élèves qui viennent beaucoup du cadre familial agricole, et qui sont aussi immergés depuis leur plus petite enfance dans cet imaginaire-là. À l'inverse, il y a, par rapport à la question, la dernière question, il y a de moins en moins de paysans, comment rendre attractif? En fait, il y a plein de gens qui veulent s'installer. Le problème, c'est de trouver du foncier accessible, c'est d'arriver à avoir du foncier et avoir une place dans un marché agricole qui est pris en étau par des contraintes socio-économiques assez fortes. Mais la première difficulté, c'est de s'installer, c'est le foncier et le bâtiment. Et aujourd'hui, quand vous avez la plupart des fermes, tous les cédants qu'on va avoir, puisqu'on a un quart en gros des agriculteurs à 60 ans ou plus, donc on a toutes ces fermes qui vont partir, et en fait ça va partir à l'agrandissement parce que la personne a capitalisé toute sa vie, et qu'au moment de transmettre sa ferme, elle va vouloir récupérer, soit sur la part de foncier dont elle est propriétaire, pas la totalité, mais aussi sur les machines et sur les bâtiments notamment. Et donc il va y avoir de la revente. Et ça, c'est pas tout le monde qui va pouvoir le prendre. Vous avez des propriétaires qui vont préférer louer à quelqu'un qui est en place plutôt qu'un jeune qui s'installe, parce que c'est la garantie d'un revenu, d'un loyer qui rentre, etc. Donc, vous avez cette difficulté, mais il y a du monde pour s'installer. Le problème, c'est qu'on n'a pas un paysage institutionnel qui accompagne ça. On a des politiques publiques qui sont plutôt dans l'accompagnement de l'agrandissement et de la concentration des fermes. Mais on ne manque pas de gens pour s'installer là-dessus. Et donc, ça amène la question des leviers institutionnels, mais j'ai un petit peu répondu, en fait. C'est quand on essaie de faire bouger les politiques publiques.
Et ça, c'est à peu près bon, hein, je ne prétends pas. Il y a la question, reprendre la terre en machine, on utilise des machines. Absolument. Reprendre la terre en machine, c'est un titre. Il faut bien vendre des livres. Non, là, c'est pas nous, c'est l'éditeur. Non, mais reprendre la terre en machine, c'est pas se passer de machine. On travaille avec des machines, on travaille, nous, j'en ai pas parlé par rapport à la question de Félix sur les acteurs avec qui on est en lien. Il y a beaucoup de monde du milieu low-tech qui vient vers nous. Nous, on ne revendique pas cet étendard low-tech parce que on a des postes à souder, on a des perceuses, on a des ordinateurs. En fait, on ne sait pas exactement où est la frontière du low-tech dans tout ça, quoi. À la limite, pourquoi pas, mais simplement, nous, il y a une démarche qui est sûre, qui est de réduire les dépendances. Et donc, on peut utiliser des outils, on peut utiliser des machines si on ne crée pas les dépendances de demain dans l'utilisation de ces machines. Et c'est pour ça qu'on appelle à sortir d'une escalade technologique et qu'on prône la désescalade technologique, c'est de dire ne pas avoir besoin d'une technologie qui va entraîner en cascade le besoin d'autres technologies, soit dès à présent, soit à partir de demain, après-demain, etc. Donc, nos machines, nous, sont dans cette optique-là. Elles permettent de répondre à des besoins, elles sont appropriées comme je l'ai dit en introduction, c'est des technologies appropriées qui évitent ce piège-là. Mais ça ne bougera pas que par la démonstration de notre alternative sympa. Merci beaucoup. Parfait, je te laisse conclure, Félix. Merci beaucoup pour ces deux présentations et peut-être on peut juste vous applaudir vite fait quand même. C'était hyper intéressant. À distance, ça donne un truc bizarre, mais merci beaucoup et encore désolé de ne pas pouvoir poursuivre la discussion autour d'un déjeuner. Je voulais simplement parler des séances à venir du séminaire critique de l'IA. On va se retrouver le 2 mars 2023 à la même horaire pour une discussion avec Alexandre Monin, le philosophe qui va nous parler de ses propositions pour une technocritique non réactionnaire du numérique. Le 28 mars, un peu plus tard, ce sera 14h à 16h dans la salle où vous êtes, je crois. On va parler justement des Safe City que j'évoquais rapidement tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle dans les politiques de sécurité et l'exemple de la vidéosurveillance algorithmique qui, vous en avez peut-être entendu parler, fait l'objet du projet de loi Jeux Olympiques qui est examiné cet après-midi au Sénat et qui va donc, ce projet de loi, si rien n'est fait, légaliser ces technologies de surveillance automatisée de l'espace public urbain. On en discutera avec Caroline Lequenros, qui est maîtresse de conférences en droit public à l'Université Côte d'Azur et des représentants de la CNIL, avec un volet juridique et technique. Voilà. Et enfin, vous pouvez noter, il y aura au moins une ou deux autres séances du séminaire d'ici la fin de l'année, mais le 23 mai 2023, donc, une journée d'études qui aura lieu cette fois sur le site Pouchet, donc du CNRS dans le 17e arrondissement à Paris, où on va parler du règlement intelligence artificielle, le règlement européen qui vise à encadrer l'intelligence artificielle. Et on aura des éclairages sur ce règlement et ses conséquences et le débat en cours à Bruxelles, mais aussi des apports d'autres domaines technoscientifiques où une approche de gestion par les risques sociotechniques a été mise en place dans la réglementation, notamment dans le domaine des risques nucléaires, des biotechnologies ou des substances chimiques pour essayer de tirer un peu des enseignements de l'histoire de la réglementation de ces autres domaines technoscientifiques. Voilà, je vous remercie encore et à très bientôt tout le monde en visu, j'espère.